Alors, je vais me présenter un peu. Je vois qu'il y a plusieurs horizons. Moi, je suis présentement professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières en adaptation scolaire, en enseignement en adaptation scolaire. J'ai à peu près 15 ans d'expérience comme enseignante en adaptation scolaire et dans des classes ordinaires à l'ordre du primaire et du secondaire, commission scolaire Laval. Et puis, j'ai été 5 ans responsable pédagogique des stages ici à l'Université de Montréal en adaptation scolaire. Et j'ai été aussi adjointe au vice-doyen, donc pour la gestion des programmes d'enseignement ici à l'Université de Montréal. J'ai pas 50 ans, mais ça se rapproche. Alors, aujourd'hui, pourquoi moi je m'intéresse à l'éthique et qu'est-ce qui m'intéresse particulièrement? En fait, je trouve que l'éthique, on vient justement d'avoir une autre rencontre, a sa place, vraiment une place naissante dans l'enseignement, mais je trouve que c'est une porte d'entrée vraiment pour élargir nos horizons avec les enseignants en insertion professionnelle. Je vais vous expliquer un peu d'où vient mon intérêt de recherche. Je suis en train de terminer mon doctorat actuellement. Oui, mercredi prochain. Et ce sont les dimensions qui sont examinées par les enseignantes en adaptation scolaire quand elles sont devant un problème d'ordre éthique à l'école. Alors, moi, je suis une praticienne, surtout, alors, les problèmes réels, j'en ai rencontré beaucoup, ne serait-ce qu'en supervision de stage. Alors, comment on règle ça? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, aujourd'hui, je me dis, ben, comment on pourrait réfléchir à ça, mais d'une autre perspective, en regardant avec les conseillers pédagogiques, les directions d'école et les personnes impliquées dans l'insertion professionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enseignantes en insertion professionnelle. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais commencer par vous présenter rapidement certaines références, un cadre de référence. Je vais vous expliquer un peu mes conclusions qui sont intéressantes pour l'atelier. Et je veux vous faire vivre certaines choses par rapport aux problèmes éthiques pour que vous sortiez d'ici avec une réflexion plus claire de qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous allez retourner dans votre milieu pour aider les novices. Alors, ici, j'ai une problématique qui est un type de problème éthique, mais qui est plutôt courant et plutôt léger, parce que vous allez voir qu'il y a une différente intensité de problèmes éthiques. Une enseignante débutante qui est devant une classe multiniveau, troisième, quatrième, 5e année primaire, puis elle doit remplacer une enseignante qui est en burn-out jusqu'à la fin de l'année. C'est son premier contrat. Alors, elle se pose la question, mais là, je suis devant une classe multiniveau. Qu'est-ce que je fais? Les autres enseignantes ne sont pas nécessairement disponibles. Est-ce qu'il faut que j'avise les parents? Est-ce que je connais pas vraiment les élèves, qu'est-ce que je dois leur enseigner, où ils sont rendus? Puis je connais même pas les règlements de l'école. Alors ça, c'est une situation qui va probablement amener des problèmes éthiques assez rapidement. Ce que je vais vous demander, c'est de penser dans votre milieu actuellement un type de problème éthique qui pourrait être rencontré ou qui a été rencontré avec une enseignante ou un enseignant débutant. Alors, je ne veux pas vous expliquer plus clairement ce qu'est un problème éthique selon le cadre de référence, mais je veux qu'intuitivement, vous soyez en mesure de juste décrire brièvement sur votre petit papier quel problème éthique j'ai pu rencontrer, là, puis je pense que ça, c'en était un bon problème éthique. Parfois, ce n'est pas nécessairement avec un enseignant débutant, mais on peut comprendre qu'avec des situations comme Karine, on pourrait facilement comprendre qu'une enseignante débutante pourrait se retrouver dans un problème éthique rapidement. Deux personnes qui disent « je pense que j'ai un bon problème éthique ». Quelque chose que j'ai rencontré ou qui est déjà arrivé. Oui, monsieur. Il n'y a pas si longtemps, le directeur d'une école secondaire, on m'informe une journée qu'un des enseignants de mon école, qui est non légalement qualifié, vient de reconnaître en cours à Québec que c'est lui qui a vendu l'arme à Francis Pou pour assassiner Nancy Mouvier. Ça se passe dans notre région. OK.
Et qu'est-ce qu'on vous a demandé comme... Ben, on m'a informé de la situation, on m'a demandé OK. ce que je faisais avec. OK, c'est ce que je voulais savoir. Un autre problème, pas besoin d'être de l'ordre. Ben, un groupe, en début d'année, un groupe qui semblait un peu turbulent. Alors, pour assurer son autorité, l'enseignant s'est servi un peu de ses expériences de voyage. Et une d'entre elles, c'est qu'avec le sac à dos sur le dos, il s'est promené, puis à un moment donné, il a été comme pris en otage, puis il a fait face à des gens qui étaient armés et tout ça. Donc, c'est une forme de prise en contrôle, d'intimidation vers le groupe. Moi, ça ne me fait pas peur que je suis capable de... OK, donc un genre d'intimidation par rapport au pouvoir, avec des expériences partagées, puis qui sont plus ou moins qui sont douteuses au niveau acceptable. Et non vérifiable. Non vérifiable, voilà. OK, un autre problème. Une enseignante à contrat qui fait un jour cycle, un jour sur 10 dans la classe d'une enseignante qui, elle, occupe le reste du temps, qui constate un flou dans la gestion de classe de l'enseignante principale et qui, à cause de ça, a de la difficulté à installer ses règles et qui décide d'aller en parler au salon du personnel à quelques enseignantes pour obtenir l'aide des enseignants. La complicité. Ce qui remet en cause la crédibilité de l'enseignante principale. Donc, OK. il y a eu un aboutissement à ça, là, mais... Donc, on a des problèmes éthiques de différents ordres. Il y en a que c'est par rapport aux autres, aux collègues, par rapport à la collégialité. Il y en a que c'est par rapport au niveau légal, donc par rapport aux normes du milieu. Et puis, on en a par rapport à la relation avec les élèves. Donc, il y a différents types, on peut se rendre compte déjà, on peut pister qu'il y a différents types de problèmes éthiques. Je vais poursuivre et je vais revenir sur les différents problèmes. Alors, 3 constats sont ressortis d'une expérience que j'ai vécue avec des enseignantes qui étaient en insertion professionnelle, en adaptation scolaire. C'était des étudiantes qui étaient finissantes. J'étais chargée de cours juste avant d'être responsable pédagogique des stages. Et puis, j'ai invité les étudiantes à venir faire partie d'un groupe réseau. On se rencontrait mensuellement, on s'est rencontrés pendant 5 ans, et puis chaque mois, on discutait soit des outils ou des choses à partager qui seraient utiles pour une, pour l'autre. Mais ce qui est ressorti dans ces rencontres-là, c'était qu'il y avait un type de problème qui les embêtait vraiment au point de mobiliser toute la conversation, les émotions, et beaucoup de temps durant les rencontres. Et ce type de problème-là m'a particulièrement interpellée. Je me suis rendu compte qu'elles vivaient des situations très atypiques parce qu'elles étaient habituellement en adaptation scolaire. Il faut comprendre que les élèves rencontrent des cheminements typiques et on négocie avec plusieurs intervenants. Donc, ces difficultés-là, il y avait comme un sentiment vraiment où elles se sentaient démunies. Elles avaient besoin d'en parler. Puis en plus, il faut comprendre qu'en insertion professionnelle, comme en adaptation scolaire, c'est le cas aussi. Je veux dire, en insertion professionnelle, c'est le cas, mais en adaptation scolaire, ça se multiplie. C'est qu'elles avaient des tâches qui étaient très fragmentées. Et des tâches qui leur demandaient des rôles, des fois, qui étaient très différents, et parfois dans d'autres écoles. Par exemple, on pouvait être en dénombrement flottant dans 2 écoles, puis compléter avec une tâche de francisation dans une autre. Alors ça multipliait encore les chances de rencontrer des situations atypiques. En insertion professionnelle, il y a quelque chose avec les problèmes éthiques, c'est qu'on est dans une position d'incertitude. On vient juste d'être étudiant, on a passé à travers certains stages, il y avait un filet de sécurité derrière quand on était en stage. Et là, tout d'un coup, on devient l'enseignant qui est imputable à ses décisions. Et en plus de ça, il y a tellement de différentes tâches qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'avait pas anticipées, qu'on se retrouve facilement déstabilisé. Et on veut, il y a toujours le réflexe de début de l'enseignement où on veut se faire apprécier des élèves et puis parfois on a de la difficulté à prendre une posture d'autorité dans certaines situations, surtout quand il y a un lien d'attachement et on doit spécifier qu'en adaptation scolaire, ce lien d'attachement-là, on doit le créer très rapidement. Alors c'est en gros... œuvrer auprès des élèves en difficulté,
on parle des situations qui sont hors normes, on parle de la complexité des mesures d'intervention et on parle de présence de ressources spécialisées aussi. Il y a souvent des plans d'intervention, il y a des plans de service, donc parfois il y a des collaborations externes qui nous amènent devant des situations où l'enseignante va être confrontée à trouver des solutions sans s'appuyer nécessairement sur des lois, des normes, parce qu'on est entre deux. Et parfois, les normes et les lois ne sont pas les meilleures solutions pour un élève. Donc, on doit créer autour de ça des solutions qui nous amènent à être très instables. La compétence éthique en enseignement, on a parlé du référentiel de compétences et on parlait de la compétence éthique. Et ce qu'on dit dans le référentiel, c'est que l'enseignant doit agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions. Malheureusement, la plupart des composantes ne vont pas dans le sens d'exercer son jugement face à des problématiques particulières, mais plutôt réduit ça ou décompose ça en petites composantes telles que discerner les valeurs qui sont en jeu, connaître les lois en vigueur et tout ça. Mais c'est plus que ça, la compétence éthique. C'est vraiment d'être capable d'exercer son jugement pour aller chercher tout ce qu'il y a dans la situation comme élément et tout ce que j'ai comme référence, comme ressource pour être capable de d'offrir la meilleure solution dans chaque situation. Alors, il y a un concept qui est revenu beaucoup dans la recension d'écrits que j'ai effectuée pour mon projet doctoral, c'est le concept de sensibilité morale. Le concept de sensibilité morale, c'est d'être capable de faire face à un problème éthique et de le reconnaître. Parce que tous les problèmes en enseignement ne sont pas nécessairement des problèmes éthiques. Et alors, il faut être capable de savoir quand il y en a un devant nous pour être capable de se mobiliser et de s'engager dans un processus de résolution de problèmes. Mais pour le reconnaître, il faut comprendre qu'est-ce que ça comprend, un problème éthique. Et Clark Burns dit, sans reconnaissance des dimensions éthiques d'une situation, c'est impossible de résoudre un problème parce qu'il n'en existe pas. On voit des problèmes qui n'en sont pas ou qui ont été mal interprétés. Alors, le cadre de référence. La définition sur laquelle je m'appuie dans ma recherche, c'est qu'un problème éthique, ça se pose comme un dilemme. Donc, un dilemme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est soit que je fais cette action-là et ça va apporter des conséquences, soit que je ne fais pas cette action-là, mais ça va amener d'autres conséquences. Alors, quand on est compétent éthiquement, on est capable d'anticiper le type de conséquences qu'il peut y avoir pour les personnes qui sont concernées dans ce problème-là. Alors, ça se pose comme un dilemme qui exige une prise de décision. Un enseignant devant un problème éthique, surtout s'il le reconnaît, ne peut pas fermer les yeux. Ça fait partie de ses compétences, mais ça fait partie de ses engagements professionnels. Il doit réagir. Alors, il doit prendre une décision, choisir des actions qui doivent tenir compte de plusieurs éléments dont il faut déterminer l'importance. Et comment on va faire pour déterminer l'importance des actions? Bien, ça va être en priorisant les différentes conséquences qu'on trouve souhaitables chez les personnes qui sont impliquées dans le problème. Et ça amène des conflits de valeurs. Parce que si on va privilégier certaines actions, on peut privilégier le bien-être de certaines personnes, mais il va y avoir d'autres personnes qui vont avoir d'autres conséquences. Alors, parfois, ça amène des conflits de valeurs parce que, justement, on se dit, mais qui est la personne importante dans tout ça et qu'est-ce qui est important pour cette personne-là, mais on ne peut pas le faire au détriment des autres. On doit composer avec toutes les personnes et tous les enjeux, au mieux. Les caractéristiques d'un problème éthique. Pour savoir qu'on se retrouve devant un problème éthique, et là, je vais vous amener à regarder le vôtre. Premièrement, et ça, intuitivement, on le sent, ça génère une zone d'inconfort et d'incertitude.
Alors, si on n'est pas certain, écoute, ça ne se pose même pas la question, c'est clair, on applique ce règlement-là, ben, on n'est pas nécessairement devant un problème éthique. On va appliquer une norme parce que c'est assez clair, puis on ne peut pas négocier rien dans cette situation-là. Par contre, si on se dit, oui, mais si j'applique peut-être cette règle-là, mais ça me semble injuste, puis il me semble que ça va contre les valeurs du milieu scolaire et contre les valeurs du projet éducatif, par exemple. Ça implique autrui. Alors, il n'y a pas seulement qu'une personne en cause. Il y a une incidence sur plusieurs personnes. Et ça, c'est un bon indicateur que ce n'est pas juste moi, ma réputation, ça va être au-delà de ça. Il va y avoir une conséquence autant soit pour des élèves, soit pour des collègues, soit pour des parents ou d'autres personnes de l'établissement scolaire. Ensuite, ça implique des conflits de valeurs ou des conflits de principes. Je vais vous expliquer un peu plus tantôt. Et ça exige une réflexion. Habituellement, on ne peut pas régler ça comme ça, un problème éthique. Ça exige qu'on s'assoie puis on réfléchisse. Et ça mobilise des habiletés de communication. Je pense que la clé dans la résolution de problèmes éthiques, c'est vraiment le dialogue. En ce moment, ce sont les meilleures stratégies qu'on puisse avoir, mais ça prend des gens qui sont capables de dialoguer. Et dans un milieu scolaire, on peut comprendre que certaines personnes ont peut-être moins d'habileté par rapport à ça. 4 dimensions dans un problème éthique. Alors, dans un problème éthique, habituellement, ben, on est capable de voir qu'il y a plusieurs personnes. Alors, il faut cibler ces personnes-là. Qui sont les personnes concernées? Est-ce que ça concerne vraiment les parents? Est-ce que ça concerne seulement les élèves? Est-ce que ça concerne les collègues? Qui ça concerne? Les principes de conduite professionnelle, donc ce sont des principes, on le disait tantôt dans une autre présentation, il n'y a pas de code de déontologie actuellement pour les enseignants. Par contre, il y a certains principes qui existent auxquels on adhère en tant que membre d'une communauté professionnelle. Et on peut s'y référer. Et parfois, ces principes-là sont véhiculés dans la formation implicitement. On sait qu'un enseignant, ben, il va être là pour jouer un rôle auprès des élèves. Il va exercer son rôle auprès des parents. Alors, il y a certaines choses qui ne sont pas définies clairement parce qu'il n'y a pas de code de déontologie, mais qui sont définies dans une certaine mesure. Les valeurs en jeu. Les valeurs en jeu, c'est vraiment de regarder ce qui est important pour chaque personne. Et ça, ce n'est pas seulement les milieux, les valeurs du milieu scolaire, mais des personnes qui font partie du problème. Alors, on peut se retrouver, par exemple, on est dans une société multiethnique, on peut comprendre qu'on va se retrouver rapidement devant des valeurs différentes et ces valeurs-là doivent être considérées. On ne peut pas exclure et dire « mais non, parce que ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne, dans notre école, c'est pas notre valeur, ici, au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. » Alors, on ne peut pas tasser les valeurs, on doit les prendre en considération, qui est à les étudier ensemble et de voir lesquelles prévalent sur les autres. Ensuite, le cadre professionnel, bien évidemment, le cadre professionnel, ce sont les lois, les règles qui sont explicites dans le milieu, règlement d'école, mais les règles qui sont implicites aussi. On se comprend qu'on ne va pas dans la salle du personnel. Ici, dans notre culture à l'école, ça ne se fait pas, on ne le fait pas. Personne ne fait ça, aller parler de l'autre dans le dos. Supposons que c'est ça. Ce n'est pas toujours le cas, mais supposons que. Alors, c'est une règle qui est implicite. Alors, ces 4 dimensions-là, on retrouve ça dans un problème éthique. Alors, rapidement, on peut dire que les personnes concernées, étant donné que ce sont des professionnels, nous sommes des professionnels et on interagit et on est en relation d'aide. Et il faut regarder les conséquences des actions sur les personnes concernées. Les valeurs en jeu, des structures internes sur lesquelles chaque individu se réfère spontanément. Et ce sont des valeurs qui sont soit acquises durant l'enfance, soit dans l'expérience ou soit dans les valeurs professionnelles. Les principes de conduite professionnelle, donc, il y a aussi la référence à la fédération,
le FSE, Syndicat des enseignants, c'est fédération? Le syndicat de l'enseignement. Oui. Fédération, j'ai comme un blanc total. OK. Alors, ils ont donné en 2004 le résultat, finalement, d'un consensus par rapport à des principes pour les enseignants et qui servent un peu de référence là, pour nous illustrer qu'est-ce que les enseignants, quels principes les enseignants vont avoir acquis durant leur formation ou dans le milieu. Et finalement, le cadre professionnel dont j'ai parlé. Dans la recherche que j'ai effectuée auprès de 11 enseignantes débutantes, il y a deux choses qui ont été analysées dans les entrevues. Il y avait deux phases de collecte de données, mais dans une phase de collecte, il y avait des témoignages spontanés des problèmes éthiques qu'elles avaient rencontrés dans leur pratique ou dont elles avaient été témoins. Et ce qu'on regardait, c'était est-ce qu'elles vont examiner les 4 dimensions de la même façon? Est-ce qu'elles vont les reconnaître? Et ensuite, il y avait parallèlement ce qu'on s'est aperçu qui émergeait des thèmes qui étaient relatifs à l'insertion professionnelle. En fait, c'était des préoccupations qu'elles faisaient part, qu'elles exprimaient spontanément, sans qu'on les interroge par rapport à ça, et qui sont ressorties. Alors, vous aviez élaboration de nuances dans le jugement professionnel, donc la prudence de dire, là, je ne suis pas certaine, il faut que je fasse attention, des fois, je suis émotive dans cette situation-là. Le développement des compétences, parce que dépendant des défis qu'elles avaient à relever, elles avaient des compétences particulières qu'elles s'apercevaient qu'elles devaient développer. La collégialité, l'importance d'être capable de justement s'insérer dans une équipe, puis l'importance de la solidarité. Et finalement, une autre préoccupation, la reconnaissance de ses limites en insertion professionnelle. Le fait que je ne sois pas ici l'année prochaine, ça va changer beaucoup de choses. Le fait que j'ai pas beaucoup de crédibilité ou moi, devant l'agressivité physique ou verbale, je ne sais pas quoi faire. Alors, c'était des considérations dans la recherche. Et ça m'a amené à certaines conclusions. Je vous donne des exemples de propos pour dire « Ah, moi, je crois que cette personne-là, cette participante-là a vraiment reconnu ou a considéré telle dimension dans le problème qu'elle me raconte. » Par exemple, quand une des participantes me dit « Ah, l'intérêt de l'élève là-dedans est au premier plan pour son bien-être et la bonne continuité. » Donc, elle parle de l'élève. L'élève a une certaine importance dans le problème. Pour moi, elle a reconnu une personne. Les valeurs en jeu, par exemple, le bien-être psychologique. Je vous ai dit, je ne comprends pas qu'un élève vive une situation comme ça. Il fait rire de lui parce qu'il n'est pas propre, qu'il n'est pas habile socialement. Donc, pour elle, elle reconnaissait qu'il y avait une valeur en jeu qui était le bien-être psychologique de l'élève. Un principe de conduite professionnelle, par exemple, assumer son rôle auprès de l'élève. C'était juste avec le garçon avec qui je pouvais intervenir, pas ses parents. Si ça n'allait pas, il pouvait m'en parler. Donc, il y avait une reconnaissance qu'il y avait un principe là, que je suis capable d'assumer mon rôle auprès de l'élève. Et finalement, le cadre professionnel, les règles de l'école et de la commission scolaire. Le parent avait déjà communiqué avec le protecteur de l'élève à la commission scolaire et avec le commissaire. Donc, quand il y avait certaines tendances qui se dégageaient quand j'ai analysé les différents résultats. Et on peut voir que, puis ça, il y avait des études qui ont été faites, que les femmes enseignantes vont être portées à regarder et considérer beaucoup les autres personnes. On appelle ça le caring. Ils vont se préoccuper beaucoup du bien-être des personnes. Les valeurs, ça variait dépendant des défis qu'elles rencontraient. Les principes, elles voyaient très bien qu'elles avaient certains rôles à exercer, mais ces rôles-là, souvent, étaient mal compris et c'est comme pas évident non plus en insertion professionnelle quand on arrive de savoir jusqu'où je dois aller avec les élèves, jusqu'où je dois aller avec les parents et quel est mon rôle en tant que membre d'équipe école.
Et finalement, le cadre professionnel, c'est une aberration. Et je parle de l'insertion professionnelle parce qu'elles étaient en insertion professionnelle, mais ça vaudrait la peine d'aller investiguer par rapport à tous les enseignants. Mais le cadre professionnel était très méconnu et on le considérait beaucoup comme un système d'une gestion extérieure et non pas un système qui était là pour me soutenir ou me ressourcer, mais quelque chose auquel je dois me référer pour une reddition de compte, soit un recours extrême ou encore vraiment d'aller voir là, si la personne pouvait faire quelque chose en dernier lieu, en dernier recours. Alors, le sens accordé aux dimensions examinées, je vous parlais des personnes concernées. Certaines personnes doivent être considérées en premier. Et c'est ça qui est important dans la résolution de problèmes éthiques, c'est qu'on va voir qu'il faut déterminer quelle est la personne qu'il faut considérer en premier. Les valeurs en jeu, bien, priorisation de ce qui a de l'importance et qui est lié beaucoup à la personne qui a été considérée la plus importante. Donc, on peut dire, par exemple, dans un problème éthique, si un parent qui est impliqué là-dedans, peut-être que sa valeur à lui, il y tient, mais qu'ensemble, en groupe, on commence à se rendre compte que finalement, il faudrait peut-être revoir notre priorité puis aller vers ce que dit ou ce que vit l'élève. Et à ce moment-là, les valeurs qu'on va prioriser vont peut-être être plus par rapport à l'élève. Les principes de conduite professionnelle, bien, certaines responsabilités et certains rôles doivent être exercés auprès des différentes personnes. Et ça, c'est le sens qu'elles accordent. Elles sont très conscientes, les enseignantes que j'ai interviewées, qu'elles doivent exercer des rôles. Et le cadre professionnel, donc, c'était des contraintes, la reddition de comptes et des instances extérieures. Maintenant, pour nous approcher de le cœur de ce que je veux vous faire voir, c'est que les enseignantes, quand elles examinaient un problème éthique, le problème éthique a 4 dimensions qui sont inhérentes au problème éthique. Mais leur préoccupation au niveau de l'insertion professionnelle prenait beaucoup de place. Et à un moment donné, par rapport au problème éthique, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle décidait de soit laisser tomber ou se plier à certaines normes pour justement ne pas aller trop loin dans le processus et de payer un peu trop cher la note. Alors, par exemple, il y avait des propos, je ne voulais pas m'impliquer parce que j'étais affectée à une autre école l'année prochaine. Nous devons être solidaires, je ne peux pas la dénoncer, je suis nouvelle aussi. Alors, à chaque fois qu'il y avait un enjeu qui devenait trop fort, on aurait dit que le problème éthique en tant que tel devenait en second plan. Au bout de la ligne, après, parce que c'est une des conclusions de cette recherche-là, c'est que c'est très important, les recherches sont claires là-dessus, que quand on a une formation en éthique, quand on a une formation en résolution de problèmes éthiques, on gagne rapidement, on développe rapidement notre compétence à résoudre des problèmes. Donc, en formation initiale, il semble vraiment souhaitable de préparer davantage les futurs enseignants à se mobiliser devant des problèmes éthiques à l'école et de se former à l'analyse des dimensions présentes dans un problème éthique et présenter des études de cas réels, de vraiment d'être devant des cas, dire qu'est-ce que tu ferais toi devant ce cas-là et d'approfondir les connaissances du cadre professionnel parce que c'est vraiment quelque chose à la base où elles sont perdues. Tantôt, je vous ai montré un exemple de propos par rapport au cadre professionnel où elle était devant une situation où rapidement le parent s'était mobilisé puis avait téléphoné à la commission scolaire, au protecteur de l'élève. C'est certain qu'elle, quand elle me parlait, elle l'a appris très rapidement qu'il y avait un protecteur de l'élève et quels étaient les rôles des commissaires. Mais si quelqu'un n'a pas vécu ce problème-là, cette situation-là, parfois il ignore l'existence même d'un protecteur de l'élève.
Donc, je crois qu'en formation initiale, d'avoir des connaissances un peu plus approfondies sur comment est organisée une commission scolaire et quelles sont les règles et les règlements et les lois, ce serait très avantageux. Maintenant, piste pour l'accompagnement en insertion professionnelle. Un accompagnement durant la période d'insertion professionnelle s'avère nécessaire. En fait, c'est vraiment quand on est devant les problèmes réels qu'on se mobilise le plus. Et en insertion professionnelle, comme dans le cas de figure que je vous ai présenté au début, c'est certain qu'il faut avoir l'œil aiguisé en tant qu'accompagnateur dans le milieu pour être capable de relever « Oups, il y a quelque chose qui est en train d'échapper, puis il faudrait qu'on s'en parle, il faudrait qu'on se questionne. » Les enseignants en insertion professionnelle ont tendance à ne peut aller vérifier par rapport à la direction si ce qu'elles font, c'est correct, parce qu'à un moment donné, c'est tellement nombreux qu'elles sentent que c'est peut-être pas nécessaire. Je l'ai demandé à un collègue, mais parfois le collègue ne sait pas plus nécessairement quelles sont les règles rattachées à ça, puis parfois peut être impliqué aussi. Alors, il y a deux pistes que je propose, moi, comme dispositif. Le premier, c'est un dispositif de soutien pour aider les novices sur une base volontaire, une fréquence régulière. On en a vu un exemple ce matin. Il y a une commission scolaire où il y avait des 4 à 6, c'était sur une base volontaire. Alors, moi, pour avoir vécu avec le groupe soutien, le groupe réseau, pendant 5 ans sur une base mensuelle, je sais que ces enseignantes-là avaient toujours le désir, le souhait de se mobiliser pour venir en apprendre davantage, partager. Mais ce qui était intéressant, c'était l'espace neutre. Ce n'était pas dans une commission scolaire, il n'y avait pas d'enjeu. Alors ça, je me questionne beaucoup par rapport aux commissions scolaires, parfois, où on ne veut pas être identifié à un problème qui se passe. On veut s'assurer d'une certaine confidentialité. On ne veut pas avoir peur des enjeux qui pourraient découler de s'exposer avec des problèmes éthiques. Alors ça, c'est important de voir dans quelle mesure on est capable d'offrir un espace neutre. L'animation et les règles de communication, en fait, c'est très important quand on est en dialogue par rapport à des problèmes éthiques, des problèmes délicats, d'avoir certaines règles de communication, d'être capable d'écouter, de ne pas porter de jugement ou d'essayer de trouver des solutions rapidement pour la personne qui expose ses difficultés. Et transmission de connaissances relatives au cadre professionnel. Comme j'expliquais tantôt, quand on est devant un problème éthique, là, on sait ce qu'on voudrait savoir souvent. Est-ce qu'il existe une loi par rapport à ça? Est-ce que je suis obligée de me conformer au règlement de l'école? Dans quelle mesure? À qui je me réfère? Moi, si la direction, je ne m'entends pas du tout, puis j'ai besoin de savoir si j'ai le droit de faire ça. Alors, tout ça, ce sont des façons de pouvoir augmenter l'assurance de la novice ou du novice. Le deuxième dispositif, c'est un dispositif qui est ponctuel. Et je crois, on parlait de beaucoup de culture à instaurer. Un comité dans l'école pour analyser certains problèmes, échanger et s'engager dans un processus de résolution avec l'enseignant. Que ce soit un novice ou une novice, on peut partir cette culture-là dans une école, mais de dire on forme un comité en début d'année où ça va être quelques personnes qui vont être disponibles aux besoins pour certaines difficultés, certains problèmes. Alors, présence de la direction, évidemment, si c'est possible, d'un professionnel, d'un collègue, référence au cadre professionnel, puisque souvent, la direction est la personne la mieux placée pour aller soit chercher les références du cadre professionnel ou pouvoir les expliquer. Et préparation à des rencontres éventuelles avec les personnes concernées, donc élèves, parents, autres professionnels. C'est certain que pour une personne, un enseignant ou une enseignante débutante, c'est très inquiétant d'être face à un problème éthique et savoir qu'il y a un comité qui est là, qu'on lui explique c'est quoi la fonction du comité,
ça instaure une culture qu'on va aller consulter ses collègues quand on n'est pas certain, et les bons collègues. Ne pas aller d'un côté, de l'autre, il y a des règles de confidentialité, et ça permet de savoir qu'on ne fera pas de fautes professionnelles qui vont nous coûter soit un poste, une réputation ou tout simplement le désir de continuer en enseignement. Et ça vaut la peine de prendre le temps de l'expliquer à l'équipe école, de l'expliquer à l'enseignant débutant et de l'expérimenter pour toutes sortes de problèmes éthiques. Maintenant, les problèmes éthiques, si on regarde, en tant que direction d'école, on fait face à certaines choses et parfois on est le premier répondant. Et l'enseignante débutante, l'enseignant débutant va venir vers nous en disant « qu'est-ce que je fais ?» Et c'est très lourd sur les épaules d'une direction d'être capable de trouver c'est quoi la bonne orientation. Et je pense que de remettre un peu de responsabilité, justement, ensemble, en dialoguant, on est capable de s'engager dans des processus de résolution et c'est plus simple, autant pour la direction d'école que pour les enseignants qui voient qu'ils doivent répondre de leurs actes et qui doivent exercer leur jugement. Alors, sur ça, j'aimerais vous faire vivre peut-être une petite expérience de voir jusqu'où vous êtes capable de mobiliser vos connaissances en tant que direction d'école ou peu importe conseiller pédagogique. Et je vous présente deux mises en situation de problèmes éthiques. Alors, la première situation, Laurie est en première secondaire, elle a 13 ans, elle est nouvelle à l'école cette année. Ses camarades de classe la nomment « poisson puant » depuis son entrée en octobre. Elle est maladroite et réplique à tous les commentaires de manière inadéquate. Quelques mois après, la situation est intolérable. Les élèves la bousculent lorsqu'ils sont seuls avec elle, elle pleure tous les jours au dîner, et un matin, elle se présente dans la classe avec un marteau à la main, avec une attitude agressive. L'enseignante se retourne vers vous. Alors ça, ce sont des cas qui sont passés. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, Guylaine est en deuxième secondaire, elle a 13 ans. Il y a quelques semaines, elle s'est présentée en classe à la 4e période, intoxiquée avec de l'alcool, incapable de suivre le cours. L'enseignant avait demandé à l'éducateur de l'amener avec lui. Il avait remarqué que Guylaine était différente lorsqu'elle revenait de la maison après le dîner. Sa partenaire de table s'était plainte qu'elle ne travaillait pas les après-midi. Une amie de Guylaine avait alors répliqué de ne pas être trop dure avec elle, qu'elle était souvent seule pour se débrouiller à la maison depuis que ses parents étaient partis. L'enseignant se retourne vers vous. Alors, les deux questions que je vais vous poser, quelles sont les lois ou les règles qui existent, implicites ou explicites, qui pourraient servir de référence dans cette situation, et quelles sont les actions ou les incidences à éviter dans cette situation? Alors, en tant que direction d'école ou conseiller pédagogique, on ne voudrait pas que ça s'en aille vers ça, en regard de l'élève, de l'enseignant, des parents, de l'équipe école et de la commission scolaire. Alors, je vais vous demander juste de partager en deux personnes. On va prendre 10 minutes pour faire le tour des questions. Peut-être à deux, des fois, on trouve certaines choses et puis on a des références. Votre attention, on va revenir sur ce que vous avez pu trouver. Alors, je vais commencer par la situation 1. Alors, c'était la situation de Laurie qui avait un marteau dans la main parce qu'elle était tannée de se faire traiter de poisson puant puis de se faire bousculer. Fait que, je vais commencer par vous, puis on va compléter, voir s'il y a des choses qui se sont rajoutées. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme loi ou règle existante qu'il faudrait considérer, qui pourrait nous servir de référence pour la discussion? Bien, on s'est dit en premier qu'il devait sûrement avoir des deux côtés des règles à considérer. Donc, on a pensé d'abord aux règles de vie de l'école, en termes d'intimidation. Il y a sûrement une politique qui existe pour contrer l'intimidation à l'école. Donc, puis aussi le principe que l'enseignant doit dénoncer les situations d'intimidation qu'il voit dans la cour d'école ou ailleurs.
Ça, c'est plutôt des règles qui seraient en lien avec les élèves qui traitaient la petite lotte de poisson puant. Il y a aussi, bon, on s'est posé la question, la petite arrive avec un marteau à l'école. Bon, c'est pas une arme en tant que telle, mais il y a des règlements qui existent là, par rapport à ça. Il y a un cours de technologie, c'est correct. C'est ça, peut-être qu'elle l'a pris dans un... OK, fait que là, ce que je comprends, c'est qu'il y a des deux côtés. Donc, il y a autant des règles pour les élèves que Ben, pour c'est parce qu'il faut considérer ça. C'est parce que c'est sûr que la petite, en tout cas de notre point de vue, là, la petite fille, elle a été victime d'intimidation, c'est clair, là, verbale, puis même physique. Là, ils l'ont bousculée. Donc, il y a des règles de vie par rapport à ça aussi. Mais elle a réagi à ça en intimidant elle-même, puisqu'elle arrive avec un marteau à l'école, puis c'est assez clair qu'elle est agressive. Puis en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas tout le contexte, mais on percevait ça. Puis on se demande même s'il n'y a pas une obligation de référer cet élève-là à des services professionnels à l'école. Très bien. Je reste là. Je me prononcerai plutôt tantôt. Ouais. On va voir compléter pour les autres parties. On reviendra tantôt. Je ne rajouterai pas ce que ces dames ont déjà amené. On avait parlé, nous, de la loi sur la protection de la jeunesse, parce que peut-être qu'il y a une négligence, ou en tout cas, on a parlé aussi de la politique de la commission scolaire sur la violence, ou en tout cas, du moins, le plan d'action sur la violence là, à l'intérieur de la commission scolaire. Ensuite, on a parlé du code civil, parce qu'il y a aussi un danger pour l'intégrité physique des personnes qui sont là. Puis, après 12 ans, on est légalement responsable de nos actes. Mais quoi qu'il y ait pu y avoir négligence parentale. Là. Ensuite, j'ai une misère à vous lire, mon cher monsieur. Ouais, la mission socialisée aussi. Oui, c'est ça, la mission socialisée dans la litre de l'école, parce que c'est clair qu'il y a une belle occasion de socialisation. On a parlé aussi dans les lois non plus implicites qu'explicites. Ouais, on a même parlé de la loi sur la santé et sécurité au travail, parce qu'enseignant pourrait dire, regarde, moi je ne suis pas engagé pour faire mettre ma sécurité en danger avec un élève qui est menaçant avec un marteau. Et puis... des règles... oui, mais là, une règle implicite, c'est que manifestement, on a laissé traîner une situation qui était pas saine. Hein? Il y a un élève qui se fait harceler, puis on l'a laissé... C'est comme une règle, on parle d'intervention rapide, on parle de prévention, alors c'est clair qu'on n'a pas respecté ces principes-là, qui ne sont pas des règles écrites, mais qui sont quand même des principes. Très bien. Alors, ça rajoute, est-ce que vous avez des choses à compléter? OK, mais on peut dire... aller au-delà de ce qu'on a avancé. La loi de l'instruction publique, vous avez mentionné. Oui. Bien, effectivement, quand on parle de prescriptif, et puis que les enseignants, parfois, ils ne sont pas très conscients que c'est prescriptif, qu'on doit avoir une mission de socialiser, ça fait partie de légalement ce qu'on attend de moi. Je trouve ça intéressant de voir que direction d'école a un regard encore plus normatif au niveau légal. C'est normal et c'est pourquoi je dis que dans un comité, c'est important d'avoir une présence au niveau de la direction. Et ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où on va dans la situation, puis que des deux côtés vraiment de la médaille, il ne faut pas oublier qu'il faut considérer toutes les règles, même pour ceux qui semblent victimes et ceux qui semblent intimidateurs. Il faut regarder les deux côtés. Je vais aller de l'autre côté pour l'autre situation par rapport aux règles. Je ne sais pas qui se lancerait. Ben, on a fait un peu du coq à l'âne, on s'est promené d'un endroit à l'autre, mais on peut quand même y arriver, je crois. Juste rappeler la situation. La situation, c'était Guylaine qui arrive intoxiquée, mais que finalement, on lance que les parents sont partis, donc l'enseignant va voir la direction. Bien, il y a certainement, on n'a pas été en profondeur comme messieurs là-bas, mais il y a assurément l'obligation de référer un service DPJ, parce que si effectivement les parents ne sont jamais à la maison à son âge, là, il pourrait y avoir négligence. Alors, il y a l'obligation de référer à la loi de protection de la jeunesse. Les règles de l'école, c'est sûr. Dans toutes les règles de vie, il se présente intoxiqué, quelque chose qui est pas correct. Et dans les obligations de l'enseignant de cautionner ou d'intervenir, on se questionnait si c'était à la 4e période que quelqu'un s'est rendu compte de ça et que l'action s'est faite sur l'heure du dîner. Il y a certainement eu une 3e période quelque part. Alors, soit qu'elle était absente et qu'on ne l'a pas signalé, on ne l'a pas fait, ou encore qu'il y a quelqu'un qui a laissé rentrer dans la classe intoxiqué, et là, il y a une faute quand même importante là, que de voir dans quel état les gens sont. Donc, dans la mesure où les enseignants sont capables de s'en rendre compte aussi, on s'attend
qu'ils assument leur rôle, là, qu'ils exercent leur rôle. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des choses à compléter? Bon, on disait qu'en tant qu'enseignante, en tout cas, elle se doit de protéger et de prendre soin des enfants qui lui sont confiés. Donc, depuis quand ce problème-là? Parce que c'est pas la première fois, là, parce qu'on avait remarqué que ce comportement-là était comme récurrent. On avait déjà remarqué que le travail était moins bon, alors il y a probablement une observation qu'il faut faire, puis de s'inquiéter, puis de poser des questions peut-être avant. C'est comme implicite un peu, là, mais je pense que donc, le rôle, encore, on revient au rôle de l'enseignant dans cette histoire-là. OK? Ça va pour ça? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Il y avait un petit peu la même idée de référence à des services. Là. Cette jeune-là a davantage besoin d'une aide personnelle que toute autre forme de blâme ou de sanction. C'est sûr que la sanction ne peut pas toujours l'éviter, mais c'est plus pour elle l'aide qu'elle va recevoir qui va être déterminante. Elle a besoin d'aide. L'aide de ses parents, l'aide de son enseignant, des autres enseignants. Effectivement. Donc, ça va être important de considérer ça. Dans tout ça, le réflexe qu'on doit avoir en premier, c'est quoi selon vous? Parce que là, ce sont des références assez claires. Je pense qu'on est capable d'aller se ressourcer. Mais avant ça, il y a quelque chose de tellement important par rapport à un problème éthique avant de se lancer. Est-ce que la santé, sécurité, l'activité de quelqu'un est en jeu? Oui, mais même avant ça, quelque chose qui est tellement important, c'est d'aller vérifier. D'aller vérifier tous les éléments. Et je pense qu'on voit tous les côtés, mais le réflexe qu'on doit avoir devant un problème éthique, c'est d'aller vérifier, d'aller questionner. Est-ce que ça s'est absenté la troisième période? Est-ce que ça fait longtemps? Comment ça se fait? Est-ce que les parents sont vraiment partis ou bien c'est l'autre élève qui a dit ça? Est-ce qu'on l'a vraiment intimidé ou finalement c'est elle qui a un problème d'attitude? Alors, il faut vraiment, avant de s'engager trop loin à mobiliser des ressources, d'être capable de clarifier les situations. Et ça, il faut prendre le temps de le faire et d'avoir une culture de conserver des traces écrites avec les enseignants, avec la direction, de dire, écoute, écris-moi ça, tu me dis qu'il s'est passé ça, j'aimerais ça que tu me fasses vraiment un rapport complet de ce qui s'est passé, quand exactement. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie quand on commence à se mobiliser pour un problème éthique. Et souvent, on a des mauvaises surprises en cours de route parce que c'était pas tout à fait ça, là. Puis là, on est rendu loin dans l'engagement par rapport à ça. Autre chose, maintenant, dans la deuxième partie, vous aviez des choses à éviter. J'aimerais ça que chaque équipe m'en dise une chose. Dire oui, bien sûr. Là, on parle de problème d'éthique par rapport à des élèves. Oui. Lorsqu'il y a un problème d'éthique par rapport à une enseignante. Oui, c'est. Quelle est votre question par rapport à ça? Bien, vous dites qu'à ce moment-là, il faut quand même aller vérifier, mais c'est délicat d'aller vérifier. Oui, mais c'est nécessaire par contre. Dans le sens que ça dépend, là, je prends n'importe quel type de problème. Quelqu'un me dit que l'enseignant humilie constamment les élèves en classe. J'ai entendu ça, il y a une rumeur qui court. Alors, je pense que d'aller vérifier si la rumeur vient d'où, premièrement, dire, OK, là, tu me dis ça, écoute, on va s'asseoir, on va l'écrire, je vais le conserver, ça va être confidentiel, mais moi, je dois avoir des faits. Et de dire, est-ce que quelqu'un d'autre que toi qui est témoin de ça? Oui, je suis capable d'amener des élèves qui m'ont dit ça. Souvent, ça va rebondir par des parents, là, mais il faut avoir le maximum de traces écrites et on le sait, avec plusieurs cas, c'est tellement difficile d'être capable d'aller démontrer qu'un enseignant fait des actes qui sont inacceptables dans sa classe. Pour les directions, ils doivent se remonter les manches puis avoir beaucoup de faits. Alors, ça, c'est extrêmement prenant, mais c'est certain qu'on ne peut pas passer à côté d'aller vérifier les sources et d'avoir des sources au maximum disponibles avant de mobiliser quoi que ce soit. C'est la meilleure réponse que je puisse vous donner pour OK, l'instant. puis face à une question comme ça, Oui. comme j'ai dit tantôt, moi, c'est des pompiers qui sont là, Oui. puis eux autres, ça se tient. Oui. Fait que, non, regarde, moi je t'en parle, mais je ne t'écrirai jamais. Oui. Donc, les preuves, tu peux pas l'avoir. Je présume que ça va être la même mauvaise affaire chez les enseignants. C'est là, ça. Sauf que s'ils viennent en parler, c'est-à-dire, écoute, tu viens m'en parler, mais moi, je ne peux rien faire si on ne peut pas s'asseoir au moins ensemble et en parler. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une transparence, sinon il n'y a rien qui avance.
Et puis, ça prend, des fois, les personnes vont dire non au début, mais à un moment donné, de relancer en tant que direction, de dire, es-tu capable de vivre avec ça, toi, d'en retourner dans ta classe et faire comme si de rien n'était? Parce que moi, tu me dis qu'il faut que je prenne le problème et que je le règle. Toi, es-tu capable de vivre avec ça? Parce que si le problème n'est pas plus réglé, je ne peux rien faire. Fait que s'il s'en va, ça peut mijoter après quelques jours puis revenir dire, écoute, OK, qu'est-ce que je peux faire, mais moi, je veux me protéger. C'est la même chose qu'en insertion professionnelle. Je suis prête à le faire, mais je ne veux pas témoigner en cours. Là, je suis prête à... Oui, mais à un moment donné, il faut se mouiller. Là, puis si on veut régler le problème, il faut aller une étape plus loin. Mais c'est vrai de dire que souvent, ils vont être capables d'en parler, mais quand c'est le temps d'écrire, là, c'est comme, ah, non, c'est ça. Là, mais il faut qu'ils assument cette partie-là. C'est ça, il faut qu'ils assument cette partie-là dans le sens qu'on va être capable de faire des choses ensemble, mais je ne pourrais pas aller plus loin que toi, tu es capable d'aller aussi. Je sais pas si c'est... Mais par rapport à des situations comme celle-là, une fois qu'on est au courant, moi en tant que direction, une fois quelqu'un vient me raconter quelque chose, ça dépend toujours de la gravité. Il y a des éléments éthiques, des fois, qui sont peut-être moins graves que d'autres, mais des fois, quand je le sais, je peux plus dire que je le sais pas. Voilà. J'ai des comptes à rendre, puis j'ai des obligations. Donc, le fait de dire j'étouffe l'affaire, puis j'en parle pas, mais quand ça sort, puis qu'on sait qu'au bout de 2 mois, comment ça se fait que tu es au courant de ça, que tu n'as rien fait, on est dans l'autre chose. Sauf que quand quelqu'un s'avance, je pense que ça peut être aussi instauré dans la culture de dire, écoutez, s'il y a des gens qui viennent me dire des choses, je vais les recevoir en confidentialité, mais à un moment donné, il y a quelque chose que je ne peux conserver que pour moi. Et c'est la même chose avec les élèves. Quand les élèves arrivent avec le pacte de confidentialité, mais que sa sécurité est compromise, on ne peut pas faire un pacte avec l'élève, on est imputable. C'est un peu la même chose, je crois, en tant qu'enseignant. Même enseignant vis-à-vis enseignant, quand je dis, écoute, je vais te dire quelque chose, là, mais tel collègue, ben, il couche avec son élève qui est mineur. Et là, maintenant que l'autre le sait, il est aussi complice, là. Fait que c'est comme, si tu veux me parler, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit intègre là-dedans. Mais ça, c'est une culture à instaurer aussi. Oui. Je dirais juste un gros mais, puis vous venez de donner un exemple, là, il couche avec son élève, on entend tout ça. Là, on ne peut pas intervenir. L'entente multisectorielle nous oblige à référer au DPJ pour qu'eux fassent l'enquête. On n'a pas le droit d'intervenir, on n'a pas le droit de faire une recherche d'informations. C'est ça. Ben là, en ce moment, on a... Le fait de référer... C'est ça. Oui. C'est une intervention. Tu fais ce que tu as à faire, mais toi, tu ne peux pas aller chercher les informations. Non, c'est effectivement. Sauf que c'est sûr que si quelqu'un qui est en train, dans un 5 à 7, dire « Ah oui, je pense que tel élève, tel enseignant couche avec tel élève c'est comme... Là, tu es en train de me dire quelque chose, là. Es-tu vraiment en train de me dire ça, là? Parce que c'est ça, là, où les gens, il faut qu'ils prennent responsabilité de ce qu'ils disent puis ce qu'ils dénoncent. Alors, dans cet ordre-là, c'est important d'instaurer cette culture-là, de pouvoir dire, on va s'asseoir ensemble, on va trouver des solutions, mais on va aller jusqu'au bout de ce qu'on a à faire comme enseignant. Là, il reste à peu près 5 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions ou je peux continuer? J'aimerais bien savoir quelle est, par équipe, l'action que vous souhaitez qui n'arrive pas dans cette situation-là, pour qui? Est-ce que... Alors, on peut commencer par vous. Moi, en tant que direction, je fais tout pour que ça ne rentre pas, que ça éclabousse pas. C'est que dès qu'il y a une situation qui arrive, je m'arrange pour que ça soit réglé rapidement. Parce que quand ça se rend aux parents, ça se rend au commissaire aux plaintes, ça se rend à la direction générale, au commissaire, puis là, c'est rendu. Ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Donc, si on règle la situation dès qu'elle arrive, pour pas que ça éclabousse, on intervient. Donc, toute situation évitée, c'est négliger la situation. Intervenir rapidement, mais auprès de qui? Qu'est-ce qu'on veut éviter? Que qui fasse quoi? C'est sûr que dans cette situation-là, c'est sûr que moi, en octobre, j'avais été témoin qu'il y a des élèves qui mentionnaient ou nommaient la personne poisson puant. C'est sûr que, premièrement, j'aurais été validé un peu comme tu disais tantôt, mais les enseignantes qui sont témoins de ça, c'est sûr que j'aurais intervenu en leur disant, dorénavant, si ça arrive, s'il y a des élèves en plus qui auraient été témoins ou encore les élèves qui font ces gestes-là, qui disent ces mots-là, c'est sûr qu'il y a une rencontre qu'il y aurait eu avec ces élèves-là dans le but de dire, OK, non, à partir d'aujourd'hui, voici mes attentes. Là.
Donc, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que ça dégénère auprès des autres élèves, auprès de l'élève, etc. OK, merci. Vous? Moi, j'aurais tendance peut-être un petit peu à me placer en opposition à peine. Chance entre les deux. Oui, d'accord, restez là, sinon je n'ai pas monsieur. Il ne faut pas que la solution soit une solution, je règle ce cas-là, il faut que ce soit une solution qui ne soit pas court terme. Parce qu'on a une situation qui est relativement compliquée et qui concerne plusieurs élèves, qui va certainement avoir des incidences auprès des parents, qui a une incidence auprès de l'enseignant. Il faut que cette solution-là ait des effets à long terme. Donc moi, si j'avais arrêté cette situation-là, je comprends monsieur qui veut que tout de suite on règle la situation, qu'il n'y ait pas d'effet néfaste de la contamination, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut que toute l'énergie qu'on va y mettre, on puisse travailler avec les élèves qui sont soupçonnés d'eux. Donc il y a un enjeu plus large. Alors, ce qu'on avait pensé, c'est que déjà, ça faisait un mois que ça durait. Autrement dit, il aurait fallu que ça soit... C'est ça. Il ne faut pas laisser dégénérer, mais il faut prendre l'occasion pour instaurer quelque chose à plus long terme. OK. Mais en fait, pour faire du pouce là-dessus, c'est que sans réagir trop vite, puis se dire, il faut absolument régler ça tout de suite, l'idée, je pense, c'est de contenir la situation pour pas qu'elle se propage partout dans toute la population scolaire ainsi que les parents puis toute la communauté. Parce que dans le fond, la petite fille qui est intimidée, elle risque de recevoir encore plus d'intimidation, puis là, ce sera plus juste de la part des élèves. Ça risque de dégénérer, puis on risque de perdre le contrôle. C'est ça. OK, merci.